Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Merci, bonsoir. Je vais parler en français et je vais commencer. Après une orientation linguistique et pragmatique, on peut dire que la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle a pris un tournant appliqué qui l'a sérieusement confronté au besoin de donner une réponse sérieuse aux problèmes éthiques concrets qui secouent l'espace public contemporain. De telles questions, de questions telles que la destruction de l'écosphère, le sens éthique de la décision médicale, le sens de la délibération dans les professions, le conflit des croyances religieuses, la prétendue neutralité de la science, etc. Les nouveaux défis techniques de la génétique aussi posent à la pensée philosophique de cette finale du siècle 20 le défi de contribuer de manière décisive à une raison publique renouvelée. Au cours des 30 dernières années du siècle dernier, en effet, une demande d'éthique dans les professions a émergé, à savoir dans la génétique, dans l'écologie, dans la politique, dans la formation, la communication, etc., les affaires, le sport, etc. L'éthique appliquée est aujourd'hui une réalité incontournable. Elle a commencé avec la bioéthique, mais elle s'est épandue aux autres professions. Elle affirme à partir de ce final de siècle ce que Adèle Cortina, une spécialiste en éthique espagnole, nous dit. Elle réalise le rêve hegelien d'incarner la morale dans les institutions. L'esprit de cette éthique, que certains fondamentalistes continuent de rejeter, cherche précisément à se différencier des connaissances purement théoriques qui se consacrent à des modèles strictement intellectuels, y inclut l'éthique et laisse de côté les situations concrètes et les contextes historiques. Cet esprit souligne que l'éthique n'est pas exactement une discipline théorique, scientifique, qu'elle intervient toujours dans un contexte particulier et que sa principale condition est de compléter la théorie, qu'elle est nécessaire, et de développer dans un contexte particulier les valeurs, les codes, et donc la principale condition de l'éthique est de compléter la théorie et de développer les conséquences pratiques de la connaissance pour la vie quotidienne. Pour l'éthique appliquée, l'universel n'existe que pour être appliqué. Il n'est nullement abandonné, mais il est fondamentalement déconstruit et ou critiqué s'il n'est pas contextualisé. Les éthiques appliquées qui sont développées au premier rang desquelles la bioéthique obligent la réflexion philosophique qui se sait mettre à l'écoute des différentes sphères sociales à affronter le problème de la crise de la croyance dans l'existence d'une morale unique, formulable et utilisable pour les professions, et encore à celui de l'application singularisée comme une question ou en tant qu'une question fondamentale de la réflexion éthique. Ces problèmes mettent en lumière toute la complexité de la prise de décision morale. Il nous montre que cette prise n'est en aucun cas réductible à un processus mécanique immédiat dans lequel les valeurs et les normes s'imposent indépendamment des contextes et des situations. C'est à la tâche de l'herméneutique de la délibération et de la prise de décision responsable,
ce qui constitue l'axe fondamental de cette éthique appliquée. C'est ici que se croisent l'éthique appliquée et l'herméneutique, la rationalité herméneutique. Parce que pour pouvoir appliquer à la situation concrète, il faut faire une herméneutique de la situation, une herméneutique des valeurs, des normes. Le problème qui se pose aujourd'hui, avec une grande pertinence dans le monde des diverses professions techniques, où la formation spécialisée, hautement nécessaire, ne prépare pas du tout le spécialiste au caractère tragique de l'action et donc à la décision. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une décision singulière et réfléchie face à tout cas complexe dans lequel il faut souvent choisir, et les médecins savent très bien, entre le gris foncé et le noir. Et ce choix doit être guidé par une herméneutique de la règle, une herméneutique de la situation. Le soutien pour le médecin ou pour les professionnels qui doivent appliquer les règles va justement croiser l'éthique et la philosophie parce que la délibération a été pensée par la philosophie, par Aristote et aujourd'hui aussi par l'herméneutique. Et elle représente en effet un modèle de réflexion et pondération qui joue avec le possible, donc qui rejette l'exclusivité de la méthode de raisonnement déductive et inductive à lesquelles les professions techniques sont habituées. Mais le problème maintenant, c'est que le technique habitué à ce type de raisonnement va avoir en face de soi une situation concrète qu'il ne peut pas évaluer à partir de ce raisonnement. Il s'agit donc du besoin d'un nouveau modèle, et ce modèle, l'herméneutique va le donner avec beaucoup de soins et de réflexion. L'application de ce type d'éthique fait donc appel aux sciences humaines en général et à la philosophie en particulier, car elle nous confronte au problème du rapport entre la norme professionnelle, la loi générale et la situation particulière, unique, humaine, trop humaine, qui doit être comprise, mais qui doit être comprise à la lumière de l'universalité du corps. D'autre part, l'éthique appliquée renouvelle aujourd'hui le problème éthique fondamentale de la délibération prudente, analysée dans l'Antiquité par Aristote comme le problème central de l'éthique, et après oublié. Elle relègue l'éthique philosophique analytique et la métaéthique au plan de l'abstraction. Une fois le problème de la délibération responsable mis en avant en premier plan, l'éthique appliquée et son grand essor au XXe siècle, au final du XXe siècle, années 70, révèle que la tâche même de l'application exige un choix, une interprétation des marges floues de la norme, du principe ou de la valeur, ainsi qu'une interprétation du récit par lequel on nous expose la situation concrète en jeu, soit cette situation celle du patient ou une autre. En d'autres termes, l'application n'est pas automatique, elle est simplement automatique à la technique, dans la technique, mais on ne peut pas jouer ici avec une application technique. Elle a l'application au sein de ces professions, a besoin d'une formation qui prépare les professionnels à la délibération consciente. Cette préparation vise à élargir des horizons à travers l'imaginaire littéraire comme le vrai laboratoire d'essai
de la capacité humaine du jugement moral. Il s'agit de développer chez les professionnels le niveau imaginatif et affectif propice à des décisions réfléchies et raisonnées. La raison pratique représentée ici fait appel à la philosophie, en particulier à son aspect herméneutique, et à la philosophie qui a l'habitude de penser l'action humaine comme un texte par la philosophie analytique, donc à la philosophie qui reconnaît comment le récit historique et celui de la fiction nous permettent de comprendre les diverses nuances de la dimension biographique de la vie humaine, le temps vécu de chacun. Et en effet, le récit révèle des aspects éthiques de la vie humaine qui échappent à la logique opérationnelle et commerciale de la technoscience, qui régit les techniques mêmes, qui réglementent les différentes professions aujourd'hui et leurs normes et leurs étalons d'excellence. Sous leur forme livresque ou cinématographique, les grands récits proposent à la pensée humaine, par le biais de l'imagination, divers modèles d'action humaine qui permettent de lier les dimensions éthiques du comportement au bonheur et au malheur, et au tragique et au bonheur. Le recours philosophique à cette figure herméneutique de la raison pratique, enracinée à la fois dans l'éthique et dans la poétique, intervient précisément lorsque les techniques professionnelles sont confrontées à des situations humaines concrètes. Elle place le spécialiste dans une situation de conflit entre le respect pour les protocoles et les codes de sa profession et le cas particulier et l'urgence de résolution du cas. La raison qui s'exerce ici, comme forme de rationalité publique, dépasse la raison technique et elle s'oppose justement à l'empire du présent et de l'immédiateté. C'est d'ailleurs cette opposition que ces professionnels et experts en économie, médecine, gestion, etc., ressentent dans leur propre pratique délibérative. C'est bien le passage de la norme à la situation qui les occupe et qui donne lieu à un jugement moral en situation où l'ordre des convictions des acteurs moraux est déterminant. Ils ont donc besoin de la sagesse pratique pour résoudre les conflits soulevés par l'application formelle de la règle, parce que cette application formelle peut mettre en cause les situations, les convictions, etc. Cela explique les appels de la bioéthique à la philosophie et aux sciences humaines pour faire le rôle de médiation dans l'interprétation des cas difficiles et dans la modulation des principes et des règles à appliquer. L'interdisciplinarité présente donc ici un axe fondamental attesté par la réalité de plus en plus nécessaire de conseils d'éthique et des appels à la transdisciplinarité dans ces conseils. C'est cette transdisciplinarité qui accentue et évite à l'éthique de tomber soit dans des pures abstractions, soit dans un nouveau produit plus attractif pour les marchés, comme on voit fréquemment. Le modèle de fonctionnement de ces conseils interdisciplinaires qui sont posés dans le secteur de la santé à la fin du XXe siècle, comme le Conseil national d'éthique pour les sciences de la vie et dialogique, fondé sur la réalité de présupposés différents et d'horizons différents, compte tenu des origines de ces divers membres, et cherche à partir de la dialectique herméneutique des différents préjugés à parvenir à une imbrication des horizons qui aboutissent finalement à une décision responsable.
Ce paradigme présuppose certaines capacités fondamentales de la part de chaque membre des conseils, telles que la possibilité d'écouter le point de vue de l'autre, ce qui exige de reconnaître que nos conseils peuvent finalement être des préjugés provisoires. Admettre que l'autre peut me révéler un aspect de la vérité que je ne connaissais pas. Admettre l'incertitude inhérente à l'action, à la décision, qui doit néanmoins être la plus juste et la plus appropriée au moment. Le courant philosophique du XXe siècle qui sert de toile de fond à ce mouvement de l'éthique appliquée est la philosophie herméneutique, développée notamment par Gadamer et Ricoeur, avec une forte orientation vers le symbolisme de la praxis qui a été oublié par les analytiques, etc. Rappelons d'emblée qu'à l'origine du succès de l'éthique appliquée, on trouve une expérience de crise marquée par divers facteurs tels que l'insuffisance de la métaéthique dans sa version alternative à l'éthique, les faiblesses du dogmatisme et du relativisme moral, la critique du formalisme et le besoin d'humaniser les normes et les valeurs suite aux effets historiques de la Seconde Guerre mondiale, aux conséquences ambivalentes du développement technoscientifique, à la crise des grands récits idéologico-politiques à partir de 1980, à la signification de la vie quotidienne et l'impact des technologies, en particulier des médias, sur la vie quotidienne. Conscient de ces problèmes et du monde pleinement administré dans lequel nous commençons à vivre depuis la fin la seconde moitié, mais la fin du XXe siècle, le philosophe Gadamer se rend compte que ce qu'il est urgent de penser, c'est avant tout le sens de la praxis, puisqu'elle est aujourd'hui presque entièrement définie par les performances techniques, par la technique. Et la praxis n'est pas la technique, ce n'est pas l'application technique. Et la connaissance pratique nous révèle que Gadamer n'a en aucun cas un sens utilitaire. Au contraire, elle requiert une longue formation humaine, la communauté classique de l'exercice de la culture et de la parole comme condition de possibilité de l'action symbolique et d'une herméneutique critique des situations concrètes et des normes qui sont absolument nécessaires, mais qui ne sont pas des concepts fixes complètement cristallisés. Gadamer considère que la praxis se caractérise par la disposition de se comporter et d'agir de manière solidaire. Cette capacité suppose que chacun se laisse interroger par l'autre, car lui seul, avec ses questions, peut mettre en jeu, mais seulement l'autre peut mettre en jeu mes préjugés, me déloger de mon immédiateté et me permettre d'entrer en dialogue avec lui sur un terrain de finalité commune. Aujourd'hui, nous avons perdu cet horizon du fin commun. L'importance de la rationalité herméneutique dont Gadamer est un représentant légitime de ce domaine et qui pense aussi la praxis et considère que l'éthique est toujours une éthique appliquée, réside précisément dans le fait qu'elle nous montre que le champ conceptuel originel du mot praxis, déjà pensé par Aristote, mais aussitôt oublié par la suite des siècles, n'a rien à voir avec la pure application des théories et des résultats de la science. Il se situe plutôt entre la poétique et l'éthique et se réfère au mode de comportement des êtres vivants dans leur universalité la plus large. Les hommes habitent aussi poétiquement le monde, éthiquement, poétiquement et techniquement parce qu'ils sont aujourd'hui
immerse dans un monde technique. La praxis doit décliner à l'origine l'épanouissement vital des êtres vivants est temporel et concerne une manière de vivre la vie. Et c'est le mode de vie des humains. Or, le mode de vie de l'être humain se caractérise par la citoyenneté et la capacité à prendre distance par rapport à l'immédiat, ce qui suppose l'exercice dialogué d'un choix fondé sur les normes, les symboles qui nous unifient, c'est-à-dire qui est toujours le fond qu'on doit prendre aussi dans une décision. Savoir choisir, savoir se décider pour quelque chose contre quelque chose, voilà ce qui détermine une sagesse pratique à laquelle l'herméneutique conduit aussi aujourd'hui. Ceux qui doivent prendre des décisions morales doivent partir d'un apprentissage préalable, symbolique, citoyen, et des normes et des valeurs. Ils savent ce qui est juste grâce à l'éducation et à l'insertion dans le monde symbolique de la praxis et des codes qui guident leur profession et leur citoyenneté. Mais leur tâche consiste toujours à prendre une décision singulière, c'est-à-dire à discerner hic et nunc ce qui est approprié à une situation spécifique, en y voyant ce qui est juste et ce qui est possible. Et dans le cas des médecins, la bioéthique nous montre que parfois, non toujours, le médecin doit décider entre le gris et le gris foncé. Il n'y a pas une décision avec des frontières très claires. Il faut donc une médiation de la norme, herméneutique de la norme et de la situation, et comprendre que les règles sont des règles d'expérience, c'est-à-dire qu'il faut de l'expérience pour les appliquer, parce qu'il n'y a pas de règles qui nous apprennent à appliquer les règles. Reconnaître ce qui se fait implique tout un processus qui met en jeu chaque conviction intérieure des professionnels, qui après une longue méditation habite l'âme du décideur. Il s'agit d'une démarche qui ne s'inscrit pas dans le temps social raréfié de l'urgence qui nous domine aujourd'hui et nous oblige à agir sans penser de plus en plus vite pour en profiter. L'urgence à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués en tant que nouveau modèle de compréhension du temps aujourd'hui, et ce n'est pas seulement avec les médecins, c'est avec nous tous, a horreur des médiations réflexives et narratives. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes ne lisent rien, parce que lire, ça a besoin du temps. Elle les considère comme une source de retard dans le processus de commercialisation de toutes nos activités. Et c'est précisément la sagesse pratique de nature herméneutique qui a toujours souligné l'idée de rationalité, l'idée que la rationalité absolue ne fait en aucun pas partie la rationalité absolue ne fait pas partie de l'humanité historique. La norme ne conduit pas à la compréhension juste. La norme a toujours besoin d'application herméneutique. Face au tragique de la décision, la sagesse pratique à laquelle Ricoeur accorde dans son éthique une place privilégiée, c'est à son tour qu'elle ne peut pas se prononcer que sur le meilleur ou le moins mauvais, qui est déjà le résultat d'un débat où les règles n'ont plus de poids que le souci de la personne concrète. Le monde juridique et son application de la loi générale à la situation concrète nous a toujours révélé un travail herméneutique comme ça.
dans la sphère de l'application. Également va chercher les racines herméneutiques de l'application au monde juridique. Il sait que la loi ne peut pas prendre en compte toute la complexité des cas individuels. Pourquoi? Parce que, comme nous dit Gadamer, la loi est insuffisante, non pas à cause d'un défaut de sa part, mais parce que le monde de l'action est toujours imparfait par rapport à l'idéal représenté par les lois. D'où la nécessité ou le besoin de l'apprentissage narratif du conseil de la jurisprudence, comme ça arrive dans la justice, et du dialogue dans l'application. C'est d'ailleurs ainsi, comme nous savons, que fonctionnent les tribunaux et les conseils d'éthique aujourd'hui. Le juge qui applique la loi étudie le cas qui lui est présenté sous la forme de récit, écoute les témoins, consulte les codes et la jurisprudence, puis en séance publique, dialogique, après avoir entendu le prévenu, les avocats de la défense et de l'accusation prononcent sa sentence. En effet, une définition de la justice en termes d'efficacité et de rapidité conduit à l'érosion du droit. L'éthique de la délibération, absolument nécessaire au droit et à l'éthique appliquée, a été justement étudiée et réhabilitée par Gadamer et après par Ricoeur, qui ont révélé comment la logique de son procès, ni exclusivement déductive ni inductive, est fondamentalement herméneutique. En ce sens, on est ici conduit par une préférence qui n'est ni subjective ni violente parce qu'elle est justement médiatisée, dialoguée et raisonnable. C'est à cette capacité de préférence régulée que Ricoeur se consacrera, notamment dans sa petite éthique et dans son texte ultérieur de la morale à l'éthique et aux éthiques. Il est frappé très négativement, il est choqué par le fait que nous sommes devenus incapables d'agir aujourd'hui sans la sécurité d'un code ou d'une loi qui nous protège, c'est-à-dire que nous préférons agir de manière automatisée et irréfléchie. Mais ce qui le dérange encore le plus, c'est que la société administrée dans laquelle nous vivons nous a complètement oublié que l'idée d'une conduite soumise à règles comporte d'innombrables aspects qui vont au-delà du devoir. La règle est en effet un modèle d'action, un principe directeur de sens, un bien émanant aux différentes pratiques, comme l'appelle McIntyre, qui, dans le cas des codes de déontologie, renforce l'image de la profession aux yeux des professionnels eux-mêmes, dans la mesure où elle indique comment faire ce qui se fait bien, où se dessine l'espace de ce qui est permis et de ce qui est éthiquement désirable. Mais les règles aussi strictes requièrent l'inscription de l'agent dans l'intentionnalité symbolique et narrative préalable de l'action éthique, c'est-à-dire qu'elle présuppose que les êtres humains sont libres et savent choisir. Maintenant, nous avons démissionné de choisir. Et les nouvelles générations sont, je crois, ne pensent pas à ce sujet. Elles choisissent parce que les autres choisissent comme ça, ou parce que chaque GTP leur dit comment le faire. L'absence de médiation prudente entre la norme et la situation concrète peut être tragique, nous rappelle Ricoeur. C'est pourquoi il évoque la tragédie Antigone de Sophocle, exemple vivant des dérives provoquées
par le conflit insoluble entre la rigidité de la norme et l'inflexibilité de la conviction. Avec son analyse d'Antigone, le philosophe nous fait justement réfléchir sur la responsabilité de tous les agents moraux qui se consacrent entièrement au service de valeurs qui les dépassent et qui peuvent devenir des motifs de malheur lorsque la norme est interprétée de manière inflexible et que la conviction est à l'origine d'une transgression radicale. L'enjeu du message de Ricoeur, que Ricoeur nous transmet à travers de sa lecture d'Antigone, est donc la nécessité de s'intéresser au sens du conflit dans la vie morale. Mais personne ne veut s'intéresser à ça parce que ça donne beaucoup de travail. C'est-à-dire de développer une sagesse pratique qui, tout en reconnaissant l'absolu des codes, l'absolue nécessité des codes, respecte les individus en jeu dans la situation. Ce sera donc la tâche fondamentale de la sagesse pratique que les éthiques appliquées doivent emporter, que d'inventer des procédures qui répondent au mieux à l'exception qu'exige le souci de la personne, tout en trahissant le moins possible la règle. C'est le conseil de Ricard. Le modèle d'articulation entre l'universel et le particulier s'opère au niveau de cette sagesse pratique, herméneutique, qui renvoie à tout un procès créatif et innovateur qui se structure à l'intersection de l'argumentation et de l'interprétation médiatisée par le récit. Ricoeur nous laisse donc, dans ce sens, quelques conseils qui se réfèrent clairement au contexte de l'éthique appliquée, notamment la bioéthique. Et il nous dit, en premier lieu, en cas de conflit, il faut tout d'abord passer au plan moral des normes et des codes, passer du plan moral des normes et des codes à celui des convictions, c'est-à-dire du plan de l'obligatoire au plan du facultatif et du possible, ce qui caractérise l'éthique antérieure à la morale et à cette d'agir en contexte d'incertitude. Deuxièmement, face à ce conflit, il semble opportun de rechercher la bonne voie, la mésothèse aristotélicienne. Les décisions morales les plus graves consistent à établir une ligne de partage entre le permis et le défendu, dans ces zones intermédiaires qui résistent aux dichotomies trop connues. Le troisième trait de la sagesse pratique, c'est celui-là, et je vais citer Ricard. L'arbitraire du jugement moral en situation est d'autant moindre que le décideur a pris conseil des hommes et des femmes réputés les plus compétents et les plus sages. La conviction qui scelle la décision bénéficie alors du caractère pluriel du débat. Le phronimos n'est pas forcément un homme seul. C'est toujours un conseil, donc, qui doit s'exercer la sagesse d'un jugement prudent, et dans ces conseils, la conviction qui conduit la décision n'est pas seulement médiatisée par l'université de la norme, mais aussi par le raisonnement et la bonne pondération qui conduisent à la meilleure décision à ce moment-là. Tout ce processus, c'est un processus herméneutique. Ici se joue une rationalité herméneutique. Et je termine ma communication.